c'est pour moi non seulement l'occasion de pouvoir échanger avec vous sur un certain nombre de questions qui touchent évidemment au quotidien de vos établissements, au quotidien des formations d'hôtellerie-restauration, et en même temps l'occasion de faire un point sur les rénovations qui sont aujourd'hui conduites, rénovations qui bien évidemment affectent l'ensemble des formations. C'est effectivement le moment de faire non seulement le point avec vous sur la façon dont les consultations sont conduites autour de la réforme qui touche à la sécurité technologique, mais également de vous informer d'un certain nombre d'évolutions qui vont affecter très prochainement les autres formations. Alors je vous propose dans un premier temps de faire ce petit point avec vous et ensuite d'échanger tout simplement de façon à ce qu'on soit dans l'interaction, puisque à partir du moment où on ne valorise pas immédiatement le cours magistral, il serait dommage que je me livre à une information uniquement descendante. Alors, j'ai eu l'occasion de signifier à d'autres congrès de la NEFOD que ce qui se joue aujourd'hui dans le cadre des rénovations vise tout simplement à rendre l'ensemble des formations et des certifications de l'hôtellerie-restauration, qui sont toutes regroupées, je le rappelle, dans la 17e commission professionnelle consultative, hôtellerie-restauration-tourisme, qui vise à rendre ces formations visibles non seulement pour les jeunes et leurs familles, mais également pour les professionnels. Je rappelle quand même que ce qui fait l'attrait de ces formations, c'est l'extrême proximité qui existe entre l'information et la formation qui est délivrée dans nos écoles hôtelières, dans nos lycées de CFA, avec les professionnels qui œuvrent au quotidien dans les 200 000 entreprises du secteur de l'hôtellerie-restauration. Lorsque je dis rendre lisible et visible, c'est tout simplement parce que ce qui caractérise ce secteur, c'est outre le fait qu'il y a une multitude de formations, il s'agit des CAP, des baccalauréats professionnels, des BTS, des baccalauréats technologiques, des mentions complémentaires et autres, mais que les parcours qui conduisent un jeune dans ces formations sont pour le moins frappés du sceau de l'originalité, puisqu'il est somme toute assez rare de voir un jeune issu de BTS s'engouffrer immédiatement dans une mention complémentaire de niveau 5. Or, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, c'est une question qui est assez récurrente et qui doit nous interroger sur la question de la façon dont les parcours se construisent aujourd'hui au sein de ces formations. Lorsque je dis ça, lisibilité, je renvoie également aux besoins de la profession, besoins qui sont à la fois identifiés, mais à la fois paradoxaux. Je rappelle que les 2/3 des jeunes qui sont aujourd'hui en emploi dans ce secteur sont des jeunes qui n'ont reçu strictement aucune qualification et qui ne sont pas passés par une école hôtelière. Tout ça pour vous dire que la question de la certification, de la qualification, n'est qu'un élément d'équation de la relation formation-emploi et qu'à ce titre, nous devons envisager le parcours du jeune comme un parcours sur le long terme, l'amenant non seulement à une première expérience professionnelle, mais ensuite à un parcours qui va le conduire de maison en maison à faire valoir évidemment un CV qui sera de nature à le faire repérer par les employeurs. Cette question est d'autant plus importante qu'elle a conduit les membres de la commission professionnelle consultative, la 17e CPC, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, regroupe la totalité des formations de ce secteur, à se pencher sur l'ensemble des formations. En 2011, ce sont les 2 baccalauréats professionnels qui ont été complètement rénovés. Alors vous avez vu qu'à cette époque, dans le cadre de la rénovation de la voie professionnelle, et d'ailleurs je vous invite à lire l'excellent rapport que nous avons commis concernant l'affectation des bacheliers professionnels et des bacheliers technologiques de l'enseignement supérieur en STS versus en IUT, il est en ligne sur le site du ministère, pour voir un petit peu comment s'est appliquée la question des seuils minimaux, puisque l'année dernière, je vous avais fait part évidemment de cette question qui a été traitée par l'inspection générale, c'est-à-dire en gros la façon dont la loi de 2013 s'était mise en œuvre
concrètement dans les académies. Il est bien évident que les formations qui ont été rénovées en 2011, les deux baccalauréats professionnels, ont immédiatement conduit à se poser la question des autres formations qui conduisaient au niveau 4. Nous avons donc choisi de rénover les deux brevets professionnels qui eux-mêmes ont conduit à deux formations qui délivrent une qualification dans des secteurs qui sont relativement beaucoup plus réduits, c'est plus restreint. Et je vais y revenir puisque c'est tout à fait la marque, c'est un marqueur fort dans les réformes qui sont aujourd'hui conduites, c'est-à-dire que la finalité même de ces formations est clairement identifiée au démarrage. Les deux baccalauréats professionnels sont deux baccalauréats, j'ai eu l'occasion de le dire, généraux, mais ils sont à la fois monovalents, contrairement au baccalauréat, au brevet d'études professionnelles à restauration, qui était fondé sur une bivalence cuisine-salle. Bivalence d'ailleurs qui a été valorisée tout à l'heure par Franck, je crois que je l'ai vu, il est là, hein, c'est-à-dire l'articulation entre la cuisine et la salle, évidemment, sur le plan de la servution, ça a un sens. Concernant les deux baccalauréats professionnels, ces deux baccalauréats professionnels ont été conçus dans un esprit totalement différent, en ce sens que la formation dispensée en 3 années doit permettre à un jeune de se familiariser avec l'ensemble des concepts de restauration. Et nous sommes bien là sur la structuration d'un cuisinier ou d'un futur maître d'hôtel, mais en tout cas d'un jeune qui doit se familiariser avec un certain nombre de techniques sur le plan professionnel. Et je rappelle à cet égard que le choix qui a été fait par la France en matière de formation est un choix éminemment important. Nous avons fait le choix de mettre en œuvre un enseignement professionnel. Si j'insiste sur ce point-là, c'est tout simplement parce que, contrairement à d'autres pays, nous n'avons pas fait le choix d'une formation professionnelle. L'ensemble des formations dispensées dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, mais également dans l'ensemble des autres secteurs en formation initiale, s'inscrit dans une perspective éducative. C'est-à-dire que la première vocation de l'école, c'est bien évidemment de structurer, de doter le jeune des éléments qui vont lui permettre d'agir sur la scène politique, sur l'agora en tant que citoyen, et donc d'être conscient de ses droits et devoirs. Bref, vous voyez bien que la vocation de l'école de la République, c'est pas immédiatement d'être brillant sur le plan de la maîtrise des techniques professionnelles, c'est structurer le jeune sur le plan de la citoyenneté, mais en même temps le préparer, bien évidemment, à cette citoyenneté, mais en même temps le préparer à cette insertion sociale. En d'autres termes, nous agissons à la fois sur le citoyen et sur l'acteur économique. Sur ce registre-là, les deux brevets professionnels ont été conçus, et vous l'avez vu lorsque vous regardez les référentiels, ont été conçus sur un mode opératoire significativement différent. Ils sont censés attester, concernant le détenteur de ce brevet professionnel, d'une haute maîtrise technique professionnelle. En d'autres termes, si le parcours s'attache cette fois-ci à la maîtrise technique, et donc à un investissement relativement poussé dans le cadre de la formation, bien évidemment, le secteur d'activité auquel il se destine va être, lui, réduit. C'est la raison pour laquelle, si les baccalauréats professionnels sont censés permettre une insertion et une familiarisation avec l'ensemble des modes de restauration, en tout cas pour les brevets professionnels, nous sommes très clairement ancrés sur le traditionnel, sur le gastronomique, sur la valorisation des circuits courts, la valorisation des produits et la maîtrise de l'ensemble de techniques qui vont attester de ce haut niveau de qualification professionnelle. Bien évidemment, ces deux niveaux que sont le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel ont conduit à s'intéresser au dernier diplôme qui jusqu'à l'heure attesté d'un niveau 4, c'est celui du baccalauréat technologique. Mais j'y reviendrai très rapidement puisque nous sommes actuellement dans le cadre de la consultation des programmes de première et terminale. Parallèlement à ces réflexions qui ont conduit donc à la mise en œuvre des baccalauréats professionnels en 2011, des brevets professionnels en 2015, en rentrée 2015, nous avons initié une réflexion concernant les 5 CAP du secteur. Je vais parler du CAP
cuisine, du CAP restaurant, du service hôtelier, du café brasserie et de l'agent polyvalent de restauration. Ces 5 CAP font aujourd'hui l'objet d'une refonte complète. Le choix qui a été fait, et le choix qui a été acté par la 17e CPC, c'est bien évidemment d'avoir un CAP cuisine qui soit suffisamment rénové pour lui permettre de préparer, d'être propédeutique pour les meilleurs d'entre eux au brevet professionnel, au brevet pays. Donc il est conçu sur le même mode opératoire. Je ne peux pas, vous en conviendrez assez facilement, je ne peux pas développer au-delà du raisonnable le contenu de ce nouveau CAP. Sachez que les travaux sont très avancés puisque nous sommes juste sur la dernière phase de la certification, le rapport d'activité professionnelle et de formation est bien évidemment acté. Il nous reste pour l'achever la partie certificative. L'objectif, c'est une mise en œuvre à la rentrée 2016. Cette rénovation des CAP a été actée en mars 2013. Mars 2013, mise en œuvre de CAP cuisine. Normalement, c'est l'objectif encore une fois que nous recherchons avec les professionnels, c'est la rentrée prochaine. Encore une fois, ce CAP, si vous lisez le référentiel du brevet professionnel, vous allez y retrouver des modes opératoires qui sont somme toute assez convergents. Concernant les autres CAP, le choix a été fait, bien évidemment à la demande des professionnels, de s'inspirer de l'unité que représente l'hôtel. L'hôtel avec la partie hôtelière, bien évidemment, la partie restauration, la partie salle et la partie cuisine. Et de ce point de vue, il a été acté de substituer aux actuels CAP, restaurant, café brasserie et service hôtelier, un CAP dont le vocable n'est pour l'heure pas arrêté, et qui devrait donc se substituer à ces 3 CAP. Vous vous doutez bien que sur ce CAP, nous avons besoin d'une expertise un peu plus poussée concernant non seulement les conséquences en termes de RH sur le territoire, c'est une enquête que nous conduisons actuellement. Les travaux sont là aussi avancés. Pour l'instant, le groupe de travail est dans l'attente de ces résultats d'expertise pour ensuite, bien évidemment, finaliser cette réforme. Donc si j'insiste sur ces éléments, c'est tout simplement parce que vous voyez bien que ce qui caractérise actuellement les formations d'hôtellerie-restauration, c'est le fait de faire coexister des CAP, il y en a 5 pour l'heure. Sachez que dans le scolaire, dans le statut scolaire, celui qui accueille le plus d'élèves, c'est le CAP APR, agent polyvalent de restauration, pour lequel nous sommes actuellement engagés dans un travail d'identification des réalités concernant l'insertion professionnelle, et puis en même temps, nous sommes sur un questionnement sur le fond même de cette certification dans le cadre de la 17e CPC. Donc un groupe de travail va se mettre en place. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'à l'état de la réflexion concernant la réalité de l'insertion de ces jeunes, qui sont pour la moitié d'entre eux dans ces CAP issus d'enseignement adapté. Ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, à l'échelle nationale pour l'ensemble des autres CAP. Pour ce qui concerne le CAP qui est censé se substituer aux 3 CAP auxquels je faisais référence, la mise en œuvre est programmée pour 2017. En revanche, celle du CAP cuisine pour la rentrée prochaine, dans l'état actuel des choses, puisque les dernières réunions vont se tenir, bien évidemment, en décembre et en janvier, sachant que la commission professionnelle consultative se tient dans la deuxième quinzaine de janvier. Vous voyez bien que baccalauréat professionnel réformé, brevet professionnel réformé, CAP réformé. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la distinction avec l'enseignement technologique. Cet enseignement technologique qui accueille en infrabac un peu plus de 7000 jeunes, à peu près autant pour le post-bac, nécessité non seulement d'être réformé à cause tout simplement du caractère désuet du
référentiel. Je vous rappelle que le référentiel datait du début des années 90 et qu'il était absolument nécessaire de faire en sorte que les jeunes bénéficient sur le plan d'enseignement général des réformes qui ont affecté le lycée, tout en conservant une certaine spécificité. C'est la raison pour laquelle nous avons conservé 10 heures d'enseignement technologique, 2 heures en économie et gestion hôtelière, les 8 heures restant sur la partie cuisine et la partie service étant entendue, bien évidemment, comme des éléments regroupant la salle et l'hébergement, sachant bien évidemment que ces deux types d'enseignement trouvent des éléments de convergence, mais également des éléments de spécificité que l'on retrouve dans la mise en œuvre de ces programmes. Nous sommes actuellement dans la deuxième phase de cette réforme. Alors, à la présente rentrée, nous avons mis en place la réforme de la classe de seconde au niveau des programmes. Nous allons, en termes de temporalité, maintenant mettre en place les programmes de la classe de première, puis de la classe de terminale. Au cours du mois de novembre, vous avez reçu, et ils sont en ligne, les programmes de ces classes de première et terminale, de façon à ce que vous puissiez vous prononcer. Et à cet égard, j'apprécierais que dans le cadre des échanges, nous puissions, pour celles et ceux qui ont eu déjà observé le contenu de ces programmes, que nous puissions avoir un échange sur ces programmes. Ces programmes font l'objet de la consultation qui, au cours du mois de décembre, donnera lieu à des remontées au niveau national, et nous procéderons, bien évidemment, aux ajustements nécessaires pour faire en sorte qu'ils répondent, dans le meilleur des cas, à la fois aux attentes sur le plan institutionnel, mais également qu'ils prennent en compte les remarques lorsque celles-ci sont bien évidemment partagées par le plus grand nombre. La mise en œuvre de ce programme de première, bien évidemment, c'est pour la rentrée 2016. Les consultations officielles à l'issue des consultations du programme sont prévues pour le mois de janvier. Je vais parler de la CPC et les conseils supérieurs de l'éducation. C'est à ce moment-là que seront présentés les programmes amendés au regard de cette consultation. Alors, si les baccalauréats professionnels ont été conçus sur un registre polyvalent, enfin monovalent, mais plutôt généraliste, les brevets professionnels sur un registre plutôt spécifique dédié à la gastronomie traditionnelle, il est clair que l'enseignement technologique, lui, a été conçu sur le registre de la polyvalence. Nous ne formons pas des cuisiniers ou des maîtres d'hôtel ou des réceptionnistes dans le cadre de cette formation, mais des jeunes qui doivent s'inscrire dans un parcours à minima de 5 années, comme le veut l'enseignement technologique en France. Comme vous le savez, la finalité première de l'enseignement technologique, quelle que soit la spécialité, c'est la poursuite d'études. Or, les constats que nous faisions, et j'ai eu l'occasion de vous en faire part lors de vos différents congrès, montrent que sur les 2600 jeunes qui sont en terminale technologique à l'échelle nationale, nous en retrouvons un peu moins de 1000 dans les BTS qui leur sont dédiés, sachant qu'il n'existe pas d'unité de classe prépa et de formation qui leur sont spécifiques à la sortie du lycée. Ça interroge une formation qui est censée les préparer à l'enseignement supérieur. Au-delà du fait qu'on peut dire qu'un certain nombre d'entre eux s'insèrent directement, il est clair qu'ils peuvent allègrement s'insérer, puisque dans la profession, les 2/3 des jeunes n'ont pas de qualification. Donc un jeune qui sort avec un baccalauréat technologique a au moins cet apprentissage et devrait sans trop de difficulté pour s'y insérer. Et d'ailleurs, on reconnaît, au-delà de la profession, au-delà de ce secteur, les compétences qui sont développées dans les écoles hôtelières, dans nos lycées, dans nos CFA, c'est-à-dire que cette rigueur, cette capacité de travailler est largement reconnue, cette tenue, puisque comme vous l'avez vu, ces jeunes qui se présentent devant vous régulièrement dans leur formation, bien évidemment, ce sont des éléments de choix pour un recruteur. Mais au-delà de ces caractéristiques concernant cette filière technologique, l'objectif était de faire en sorte que les jeunes et les familles puissent choisir immédiatement à l'issue du collège cette filière. Alors, bien évidemment, chaque réforme nécessite un temps au cours duquel l'ensemble des préceptes de cette rénovation doit distiller dans les établissements. Il est évident qu'on ne pourra mesurer les effets de cette réforme que dans quelques années. Pour l'heure,
l'objectif était de stabiliser les effectifs qui chutaient d'année en année concernant l'enseignement technologique, tout simplement parce que les élèves, au sortir du collège, préféraient largement s'initier à la seconde générale technologique et rejoindre la filière lorsqu'ils le pouvaient et lorsqu'ils en avaient les appétences à travers une mise à niveau. Il faut savoir que chaque année, nous avons 16 000 jeunes qui demandent en premier vœu, dans la procédure référentielle mission post-bac, qui demandent chaque année en premier vœu une mise à niveau. 16 000 jeunes, 1500 places en mise à niveau, ils sont 1080 en BTS en première année, l'année étant commune. C'est le premier flux d'alimentation des STS en France. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, ce que l'on observe au niveau macro n'est pas forcément ce que vous vivez dans vos établissements. En revanche, pour le législateur, et plus exactement pour le ministère, l'institution, il est clair que de constater que des BTS qui sont d'abord le réceptacle de l'enseignement technologique, identifier que le premier flux n'est pas le flux de l'enseignement technologique pose quelques questions. Donc l'objectif, c'est bien évidemment de détourner, plus également de réguler ces flux pour faire en sorte que dès l'entrée en classe de seconde, on puisse, sans difficulté, intégrer les enseignements technologiques hôteliers. Et si pour des raisons diverses, comme diraient les jeunes en matière de manuel, ça ne matche pas, on puisse rejoindre l'enseignement général et technologique. Mais également, dans l'autre sens, que des jeunes qui sont issus d'une seconde générale et technologique puissent rejoindre, sans redoubler, le cycle de la classe de première dans l'enseignement hôtelier, tout simplement parce que chaque année, sur les 400 jeunes qui demandent à changer de parcours, les 3/4 d'entre eux sont amenés à doubler leur classe de seconde, ce qui conduit les prescripteurs de l'orientation à donner cette information. Vous en conviendrez que ce n'est pas le meilleur moyen pour attirer les jeunes dans les séries technologiques. Le constat que nous faisons à cette présente rentrée, malgré un certain nombre d'éléments qui visaient à des informations relatives à cette réforme, c'est que nous avons perdu en moyenne moins de 3 élèves par académie, c'est-à-dire un peu moins d'une centaine d'élèves à l'échelle nationale, en classe de seconde. Donc voilà le premier constat que l'on peut faire. On fait actuellement, je fais faire une remontée par les corps d'inspection des chefs d'établissement concernant le ressenti. Nous en sommes évidemment au mois de fin novembre. Il est clair que les éléments d'évaluation concernant la classe de seconde se feront tout au cours de l'année. Quoi qu'il en soit, concernant la classe de première et la classe de terminale, si vous avez pris connaissance des programmes, vous aurez vu à quel point nous avons fait en sorte que ce qui peut apparaître comme un élément qui n'est pas premier en classe de seconde, puisque je rappelle que c'est une classe de seconde qui est spécifique pour partie, puisque 10 heures d'enseignement technologique, mais qui vise aussi à permettre une forme de réversibilité en classe de première, en classe de terminale. Nous avons 17 et 18 heures d'enseignement technologique et nous avons mis le focus très clairement sur les mises en situation réelle ou simulée, c'est-à-dire que l'élève va réellement pratiquer en cuisine ou en salle ou en hébergement, sachant que nous avons une entrée dans les programmes qui est tout à fait particulière. Je l'ai dit tout à l'heure, il s'agissait de rendre lisibles et visibles ces formations. Les programmes sont écrits de façon extrêmement simple. Quand je dis extrêmement simple, c'est qu'ils ont une structure tout à fait logique. Le point d'ancrage des programmes de l'enseignement technologique, c'est l'unité hôtelière, c'est-à-dire c'est l'entreprise hôtelière qui est abordée dans toutes ses facettes. En gros, l'élève découvre l'entreprise hôtelière en classe de seconde, il s'immerge dans le fonctionnement interne de l'entreprise en classe de première, et on replace cette entreprise hôtelière dans des enjeux mondiaux en terminale. Et tout ça, bien évidemment, va se faire avec la volonté de faire en sorte que les jeunes puissent découvrir l'ensemble du processus de séduction, c'est-à-dire qu'ils visent à délivrer un service utile. Et pour cela, nous replaçons la production culinaire dans un tout qui dépasse simplement les actes, les prestations qui se font en cuisine. Lorsque on a ces éléments en tête, on voit bien que non seulement on a une démarche sur les 3 années, on a une volonté de prendre pour structurant le processus de production d'un service, mais on a aussi
le souci de faire en sorte que le jeune découvre l'ensemble des concepts de restauration et d'hôtellerie. Que ce soit l'hôtellerie de luxe, économique, que ce soit la restauration rapide, que ce soit la gastronomie, que ce soit la bistronomie, le jeune va découvrir l'ensemble de ces contextes. Nous entrons dans les programmes à travers des questions. Si vous lisez ces programmes, ce sont des thèmes que l'on traduit en questions. Et pour traiter ces questions, nous allons forcément mettre en situation le jeune. Ces situations devant mobiliser, bien évidemment, des notions qui seront de nature à développer des capacités. Vous voyez le cheminement intellectuel qui est derrière l'écriture de ces programmes. Contrairement à un ancien référentiel, nous sommes sur des programmes. C'est une nuance assez forte, puisque dans ces programmes, si les thèmes sont clairement identifiés, la liberté pédagogique de l'enseignant joue à plein. Elle joue à plein, mais elle repose, bien évidemment, sur la cohérence du projet pédagogique qui infère immanquablement un travail entre les différentes disciplines. D'ailleurs, les éléments de certification que vous ne connaissez pas actuellement feront en sorte que si nous sommes sur des sciences et technologies culinaires ou sur des sciences et technologies des services, nous avons bien dans les éléments d'évaluation ces éléments scientifiques qui sont à la fois mobilisés la partie scientifique en tant que telle, mais également dans la partie technologique, l'inverse. Donc c'est la recherche non seulement d'une cohérence, d'une interdisciplinarité, ou plus exactement, lorsque on parle d'un objet en sciences, en service, en cuisine ou en économie-gestion hôtelière, il y a bien évidemment des éléments de ramification qui permettent à l'élève de comprendre la progression dans laquelle il s'est engagé. L'ensemble des programmes en classe de seconde a fait l'objet d'une rénovation. Cette rénovation a été actée sur le registre d'un alignement sur l'enseignement général avec la seconde générale technologique du lycée. Modulo, l'enseignement des mathématiques, qui était réduit d'une heure, et l'enseignement scientifique, qui a été revisité à certains endroits pour tenir compte tout simplement de la partie spécifique liée à la technologie. En revanche, pour les classes de première et terminale, nous avons souhaité faire en sorte qu'il y ait des pontages explicites dans les programmes, qu'il s'agisse de langue, qu'il s'agisse bien évidemment d'histoire géo, qu'il s'agisse évidemment de sciences, avec les parties plus spécifiques que représentent les technologies culinaires ou les technologies de service. C'est cette architecture qui doit donner sens à cette formation étant dédiée exclusivement à la poursuite d'études, en particulier à destination des BTS du secteur. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un BTS hôtellerie et restauration qui est en fait construit sur une année commune et ensuite une spécification sur B, et vous avez à côté un BTS responsable hébergement. Les deux BTS accueillent de façon significative des jeunes en nombre très différent. Vous êtes sur quelque chose de 6 000 jeunes sur la partie HR, vous êtes sur quelque chose comme 400 étudiants sur la partie RH. Eh bien, à la suite de cette rénovation concernant l'enseignement technologique, nous engagerons bien évidemment une réflexion et la réforme des BTS. Sachez qu'à l'heure où je vous parle, bien évidemment, rien n'est acté concernant cette réforme. Ce sont les éléments de fond auxquels je voulais faire écho aujourd'hui, c'est-à-dire vous dire que non seulement l'ensemble des formations sont actuellement en rénovation, ces rénovations s'inscrivent dans des changements assez fondamentaux des métiers d'hôtellerie et restauration, l'avènement du numérique, la modification de la relation client, l'intervention à différentes échelles, et j'en parlais encore avec les représentants du groupe Accor, du parcours client qui modifie considérablement la posture que l'on a dans les hôtels et restaurants. Mais en même temps, il nous faut à la fois identifier ce qui est du domaine de la récurrence, ce qui a fait en quelque sorte l'honneur et la valeur des formations d'hôtellerie et restauration dans le monde entier,
Il nous faut préserver bien évidemment cette tradition, tout en mettant en mouvement ces formations et en tenant compte de ces grandes modifications qui affectent les modes d'alimentation et en prenant en compte des enjeux de société comme ceux qui concernent le développement durable, comme ceux qui concernent la question du gaspillage, la question de l'alimentation. Bref, des enjeux qui, vous l'avez compris, dans une formation hôtelière, relèvent de la citoyenneté et qui seraient fondamentalement dommageables pour les futures générations qu'ils soient absents de ces mêmes formations. Donc je venais simplement à vous donner à travers ces quelques éléments l'ensemble des rénovations, c'est bien évidemment toutes les formations de localisation qui sont actuellement pour lesquelles nous essayons de trouver des éléments qui soient de nature à être suffisamment lisibles par les acteurs. Vous vous doutez bien que la question de la formation est cruciale, que les établissements doivent communiquer sur ce que l'on fait dans ces formations, ce pourquoi elles sont destinées, l'existence de parcours qui sont riches, mais sont tellement riches dans ces filières qu'il est très difficile pour les prescripteurs, que sont les professeurs principaux en collège ou encore les conseillers d'orientation psychologue et chez les établissements, de pouvoir les définir lorsqu'on n'est pas issu de ce groupe. Donc là, nous avons le souhait de rendre à travers quelques marqueurs très simples, à travers une écriture de programme et de référentiel très structuré, des choses qui peuvent être communiquées assez facilement aux jeunes et à leurs familles, mais également aux professionnels. Vous savez combien je suis attaché à cette relation avec les professionnels, parce que ces formations sont destinées à l'insertion dans un monde et que l'insertion professionnelle confère aussi un statut social à ces futurs jeunes. Voilà, j'en ai fini pour ces quelques présentations. Je suis prêt à répondre à vos éventuelles questions. Par contre, je n'ai pas de micro, je ne peux pas tendre la main assez... DDFPT. Donnez votre acronyme en entier, s'il vous plaît. Chargé de travaux. Voilà. Non mais, je le prends au piège. Il vient d'avoir une toute nouvelle opération, c'est comme s'il avait une nouvelle voiture, et il est en train de me parler de son ancienne. Donc, je voulais savoir, monsieur le directeur, par rapport au bac professionnel, nous assistons cette année un petit peu à une évolution, notamment au niveau de l'examen, à savoir la PSE qui passe à l'écrit. Doit-on s'attendre dans les mois et les années à venir à une éventuelle modification, notamment du nombre de semaines de PFMB ou d'autres rénovations dans la certification? Alors, là, c'est Madame Irma qui vous parle. Il est bien évident que la question des PFMB renvoie au principe de l'alternance. Ce principe de l'alternance repose sur la reconnaissance de l'entreprise comme lieu de formation. Lorsqu'on a dit ça, on pose la question de la place de l'entreprise dans un processus de formation qui conduirait la grande majorité des jeunes vers la poursuite d'études. Lorsque vous interrogez les directeurs de département, chefs de département d'IUT, la question de l'insertion professionnelle se pose. 85% des jeunes poursuivent. L'articulation avec l'entreprise se pose dans des conditions différentes. Dans l'hôtellerie-restauration, il se trouve qu'il n'y a pas de difficulté d'insertion niveau 5 au niveau 4. Donc il n'y a pas lieu de modifier de façon substantielle l'organisation de ces périodes de formation au milieu professionnel. En revanche, on voit bien que les jeunes qui arrivent en établissement, par définition, sont jeunes, et sauf à les faire pour une année de plus en collège, ce n'est pas la finalité, il faut prendre en compte le fait qu'à 14 ou 15 ans, bien, les périodes de formation à l'entrée en compte, ce n'est pas forcément ce qui est le plus facile à faire. Donc, probablement qu'à terme, il y aura une réflexion sur la modulation de ces périodes de formation au bon niveau. Quel est le niveau le plus pertinent? Est-ce qu'il est utile d'avoir ce fractionnement entre la seconde et la terminale de cette manière? Ces réflexions sont pactées. Il y a des réflexions qui sont conduites au ministère. Elles se font nécessairement avec les organisations syndicales pour voir comment on modifie tout ça, parce que ça a un impact directement sur les heures qui sont délivrées par les enseignants dans les établissements. Mais c'est une vraie question. À un moment donné, vous vous souvenez qu'il y avait la volonté de réduire, ou plus exactement de faire en sorte que les PFMP en terminale puissent être
affectés à la préparation à l'enseignement supérieur. Préparation à l'enseignement supérieur, je vous dis qu'il y avait un rapport que nous avions remis, et j'en parle d'autant plus facilement que je suis l'un des rédacteurs de ce rapport, sur les 180 000 jeunes qui se préparent aujourd'hui en France, 90 000 demandent la poursuite, c'est-à-dire 1 sur 2, 70 000 plutôt en BTS, et à l'arrivée, ils ne sont même pas 35 000 à obtenir un oui. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils vont s'y retrouver, qu'ils vont réussir leur première année et encore moins leur deuxième année. Donc, vous voyez qu'il y a... La réalité, c'est que de nombreux jeunes ne vont pas connaître la réalité de l'enseignement supérieur. En revanche, ce que l'on sait, c'est que dans l'hôtellerie-restauration, il n'y a pas d'UT, il n'y a pas de classe prépa, il n'y a pas de L1. Celui qui souhaite poursuivre, il a le choix avec 2 BTS. Un bac pro va pas aller en RH, va aller en HR. La première année de HR, si vous le mettez à niveau au regard de l'économie, gestion, management, de la deuxième langue, du nombre de valences qui lui manquent, c'est-à-dire des 2 autres, ça fait beaucoup pour aller des bacs. Donc, tant que la série technologique n'offrait pas cette possibilité de poursuite d'études à cause de son enseignement général, à cause d'un certain nombre de points qui empêchaient un jeune de poursuivre, vous comprenez que les jeunes qui sont dans la voie professionnelle demandent à poursuivre. Logiquement, on doit pouvoir jouer, et c'est tout le thème de l'hôtellerie-restauration, c'est que la plupart des établissements, ils sont 82 les établissements qui ont l'enseignement technologique, ils sont tous de l'enseignement professionnel. Beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs dans des campus des métiers des qualifications. Je suis l'un des experts des campus et j'ai examiné plusieurs campus. Bon. Il est clair que cette question se pose à ce moment-là de la capacité à créer ces passerelles, ces éléments de fluidité de parcours. Je vais vous faire une confidence qui n'en est pas une. Lorsqu'on parle de parcours, pourquoi on parle de parcours? Pendant très longtemps, on a fait l'hypothèse qu'en matière d'orientation, il suffisait de donner à des moments précis, des étapes précises, une bonne information pour que ça se passe correctement. On a changé au début des années 2000, au milieu des années 2000, on a changé de philosophie. On a donné une autre définition d'orientation, c'est un processus continu qui doit permettre à un jeune qui devient moins jeune de pouvoir effectuer des choix les moins subjectifs à partir des ressources dont il dispose. La question qui se pose pour l'appareil de formation, c'est bien évidemment de s'organiser pour permettre l'expression de ses parcours. Donc, il faut de plus en plus lire le fonctionnement de l'offre de formation, qui est une offre qui peut être sur un territoire, qui peut aussi être à l'intérieur d'un établissement, comme des éléments de discours concernant ces mêmes parcours. Vous voyez bien que derrière la notion de parcours, c'est la question du décloisonnement qui est en question. Donc, pour répondre simplement à votre question, bien sûr qu'il y aura des éléments de réflexion concernant le KFFF et la certification, tout simplement parce que ce sont des objets qui interrogent le système en permanence. De quoi parle-t-on lorsqu'on évalue? Quelles sont les modalités? Entre autres, de formation, lorsqu'on remet en place des examens quasiment ponctuels, on peut s'interroger sur la capacité à être réellement dans l'esprit d'un système. Donc tous ces éléments sont en discussion en permanence, et heureusement, s'ils n'étaient pas, ce serait dramatique. J'espère avoir répondu au DDFP. Merci. J'ai rajouté le E volontairement. Hein. Oui, vous savez, il était en combat il n'y a pas longtemps. Ah, merci. Bonjour Monsieur l'inspecteur, Yannick Lignon, donc également nouveau directeur délégué au lycée Jeunes de France à Lyon. Voilà, je voulais vous poser formuler quelques remarques. Vous avez donc indiqué la réforme du CAP. Et si j'ai bien noté, donc il y aurait la réforme du CAP cuisine donc à la rentrée 2016 et une réforme du CAP service englobant donc le service café brasserie et le service hôtelier donc à la rentrée 2017. Ce qui veut dire que sans connaître le contenu de cette réforme, nous avons pour habitude de mener ces deux filières de formation, donc CAP cuisine et CAP restaurant en parallèle,
Qu'en est-il donc de l'année 2016 où nous allons avoir des CAP cuisine réformés et des CAP services qui ne le seront pas? Y aura-t-il par exemple des modifications de durée de PFMP, je dirais des cours qui ne pourront peut-être pas être assurés en commun si on veut rassembler deux demi-divisions cuisine ou restaurant? Comment est-ce que l'on va pouvoir agir? Est-ce qu'il y aurait une incidence sur notre DGH également à la rentrée 2016 entre la cuisine et le restaurant? Bien, en fait, votre question tourne autour du fait que mettre en œuvre deux CAP qui ont l'habitude d'être concomitants et de fonctionner ensemble, à deux rentrées différentes, ça peut compliquer les choses. Concernant le CAP cuisine, c'est pas tellement dans le maillage territorial que ça va changer, c'est plutôt dans le contenu du CAP, avec une approche par compétence, une approche qui va être un petit peu différente, qui va être novatrice, parce qu'en gros, ce que l'on souhaite, c'est que le jeune, les meilleurs de ces jeunes puissent poursuivre derrière le BP. Regardez comme il est conçu ce BP, à travers des pôles. Hein. Si vous regardez bien les référentiels d'un côté et les programmes de l'autre, vous verrez qu'ils sont conçus d'une façon très particulière. À chaque fois, nous avons identifié des pôles, c'est valable pour le bac pro aussi, hein, avec ces 5 pôles, des pôles qui sont communs, et ensuite des pôles qui sont spécifiques. Si vous regardez le programme de techno, cuisine et service, les questions sont exactement les mêmes. L'objectif, c'est de pouvoir travailler ensemble, mais pas seulement ensemble. Donc, évidemment, il y aura une année de transition. Vous dire quelles seront les modalités d'accompagnement de cette année de transition, ce ne sera pas tellement en 2016, ce sera 2016-17, hein, puisque ce sera après 2016 et 2017. Vous dire quelles sont les modalités, pour l'heure, c'est l'objectif, c'est la mise en œuvre. Vous vous doutez bien que si la mise en œuvre est actée au regard des consultations, parce que je vous rappelle qu'elle a été actée CPC en 2013, donc nous sommes en 2016, la ministre s'était engagée à ce que l'écriture des référentiels ne dure pas pendant 15 ans. Il est clair que nous devons sortir ce CAP, la profession l'attend de pied ferme, mais en même temps, nous mettrons les ressources nécessaires pour que ça se fasse correctement. Vous dire comment la période d'adaptation se fera à partir de quels moyens, nous verrons. Et quant à définir les DAG qui relèvent de l'autorité des recteurs, je ne peux absolument pas prononcer par rapport à ça. Mais pour l'instant, ne vous faites pas peur, c'est passé de fête de fin d'année. Sans monopoliser la parole, je n'ai pas noté en revanche la date de rénovation des APR. Est-ce que c'est de rentrée 2016? Non. Les APR, si vous voulez, posent une vraie question professionnelle. Quelle est la réalité dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration de ce service? Il porte le nom de restauration, mais on s'interroge sur la réalité de l'insertion de ces jeunes dans ce secteur d'activité. Donc, au préalable, nous avons une expertise concernant tout simplement la question où sont ces jeunes en insertion. Nous savons que les professionnels souhaitent que l'on fasse évoluer ce dispositif actuellement. Ces jeunes-là, ils sont plus de 7000 hein, dans l'éducation nationale, ils sont nombreux, ils sont lourds en termes d'effectifs, mais ils sont en moitié d'entre eux issus de l'enseignement adapté. Donc il faut d'abord qu'on ait une expertise sur la réalité d'insertion dans ce secteur d'activité, pour ensuite on se rende sur la façon dont on va le faire évoluer sur le plan des contenus certificatifs. Donc de toute façon, cette évolution n'aura pas lieu en 2007. Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Bonjour. Bonjour. C'est votre autorité. Moi, je suis directeur du lycée d'Avenir à la base et je n'ai pas de section hôtelière, mais un BTS hôtellerie, tourisme, pardon. Sachant que vous avez parlé de passerelles, de plein de choses, de loi 2013. Quand on parle du tableau de convergence des bacs pro vers les BTS, quand on regarde le BTS tourisme, alors je sais que vous auriez pu répondre à deux voix avec M. Henriet, comment interpréter les difficultés qui sont les nôtres en BTS tourisme pour intégrer l'idée bac pro restauration? Alors, on a bien quelques idées, l'accompagnement personnalisé, on prend sur notre dotation,
mais c'est très difficile, notamment en raison de la LV2. Alors ça, c'est une première petite question. Et puis, une deuxième question, comment, en termes de parcours, de passerelle, comment ce nouveau bac technologie ouvre la porte vers les BTS tourisme? Alors, concernant les BTS, il me semble que d'ailleurs le premier flux d'alimentation du tourisme des BTS, c'est la filière littéraire. Donc, en raison des langues. Vous voyez que c'est les langues qui pèsent. Et si on allait regarder du côté d'insertion professionnelle, on pourrait se poser d'autres questions. Il est assez évident que dans ma bouche, la question de l'articulation enseignement professionnel, enseignement supérieur ne se pose pas du tout en hôtellerie-restauration dans les mêmes conditions que dans les autres secteurs de l'économie. Je m'explique. Ce qu'il faut savoir, c'est que, de façon générale, 8 jeunes sur 10 en France sont dans ce que l'on appelle les secteurs à gros flux, ou un spectre large. C'est tertiaire de bureau, ça correspond au bac GA, c'est le commerce, donc ça va correspondre au bac vente, au bac commerce et RQ dans une moindre mesure. Et de l'autre côté, c'est l'électromécanique, la mécanique. Dans ces secteurs-là, c'est le processus d'élévation systématique du niveau de formation qui l'emporte. C'est d'ailleurs dans ces secteurs-là que le processus du bac 3 trouve son impact le plus fort. Ce sont des secteurs où l'employabilité niveau 4 est toute relative. Toute relative. La plupart des jeunes sont en concurrence avec un minima un bac plus 2. Un minima. Pour l'hôtellerie-restauration, ce n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Donc quand un jeune sort du collège, a une envie d'être cuisinier, il a un bac pro cuisine qui lui est fait, il a envie de faire un métier de salle, il a un bac pro commercialisation et service en restauration qui lui est dédié. Et puis il y a des jeunes qui ne sont pas du tout pressés, qui vont découvrir, et le bac techno est là. Et puis il y a des jeunes qui souhaitent poursuivre dans l'enseignement supérieur, et on les repère assez facilement, assez rapidement à les établissements. Je suis assez frappé de voir à quel point nos professeurs repèrent très rapidement les jeunes qui vont poursuivre. Je fais moi assez confiance à mes professeurs pour ce genre de choses. Donc, à condition que l'on tienne un discours de vérité, si le jeune souhaite poursuivre, évidemment qu'on a l'accompagnement personnalisé pour le préparer en amont et en aval. Mais il est clair que concernant votre formation en baccalauréat professionnel et de tourisme, on va mettre en avant plutôt de l'abstraction et les langues, c'est sûr qu'on ne le met pas dans les meilleures conditions pour réussir. Donc il faut qu'il en soit conscient. La difficulté, c'est qu'en France, nous avons fait le choix de conférer le premier grade universitaire à ces jeunes. C'est un choix qu'il faut assumer. Il n'y a pas de sélection à l'université. Confère le premier grade universitaire. Alors, si le jeune, et j'ai fait de penser, s'il en a les moyens et la compétence, alors on doit pouvoir l'accompagner en amont et pouvoir le réceptionner en aval en BTS. Mais il est clair que dans votre BTS particulièrement, parce que vous n'avez que celui-ci, se pose la question des seuils minimaux. Je ne peux simplement que vous dire, de lire le rapport que nous avons écrit sur les seuils minimaux. Vous trouverez la réponse dedans. Et sur le bac technologique, est-ce qu'il y a des passerelles vers le monde du tourisme? Ah mais, le baccalauréat technologique tel qu'il est conçu est clairement dicté par une finalité de poursuite d'études. Quelle que soit cette finalité. L'enseignement général qu'a reçu le jeune est un enseignement général identique aux autres séries. Il a reçu, vous vous doutez bien, un enseignement dédié à l'économie et à la gestion hôtelière, c'est-à-dire l'économie, les sciences de gestion, le droit, que d'autres gamins n'ont pas eu, donc il a tout de suite, c'est 5 heures en plus qu'il aura reçu. Il aura reçu un enseignement en langue, je rappelle quand un enseignement en langue c'est 5 heures, en seconde, en première, en terminale. Ceux qui placent la série sciences et technologies, la restauration, juste derrière la série littéraire, hein, donc le jeune n'a absolument pas à rougir du niveau de langue, en plus il aura l'enseignement en langue en technologie, donc il aura un plus. Donc doté d'un enseignement général identique pour au moins les disciplines concernées, parce qu'évidemment on ne va pas préparer une classe prépa MPS, c'est clair que c'est pas la vocation de la techno,
hôtellerie, mais en revanche, un enseignement de culture générale élevé, un enseignement d'économie, de gestion, de droit suffisamment solide, hein, et puis des pratiques plus spécifiques en cuisine en service qui vont le doter d'un sérieux bagage à l'arrivée. Après, libre à lui de s'engager. Mais je vous remarquerai que quand on regarde aujourd'hui la poursuite des jeunes qui sont issus de l'enseignement technologique, hein, je vous ai dit qu'on en retrouvait un peu moins de 1000 dans les BTS. On en retrouve 300 en mention complémentaire. Et on en trouve 100 seulement dans les BTS commerciaux. Sachant qu'il n'y a pas d'IUT, il n'y a pas de test PAPA, il n'y a rien en N1 qu'ils sont préparés, avec un enseignement qui date des années 90, j'ai du mal à penser qu'ils réussissent tous à l'université. Je crains malheureusement qu'ils soient ailleurs. Donc oui, ces jeunes-là n'auront pas de difficulté à s'insérer. Mais l'objectif pour nous, c'est de former des jeunes qui vont s'insérer dans la profession, qui vont poursuivre leur formation, notamment dans le BTS de l'hôtellerie et de la restauration, parce qu'ils sont trop nombreux à le faire aujourd'hui, trop peu nombreux à le faire aujourd'hui, moins de 4 sur 10. Hein, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'ils soient au moins 8 sur 10 à pouvoir poursuivre. Ce qui pose la question, évidemment, des malades. Vous voyez, je fais la transition. Pascal Bélier, directeur délégué au lycée Notre-Dame de Nazareth, représentant des directeurs délégués au sein du conseil d'administration de la Nef. Une question donc émanant d'une réunion de chefs de travaux qui ont encore à l'époque, en pleine période de consultation donc des programmes de première et de terminale, il semblerait que l'application et la lecture à l'application du référentiel en seconde soit différente d'une académie, voire d'un établissement à un autre. Comment uniformiser ces pratiques au niveau national? Alors, je vais essayer de répondre à une question que j'ai entendue mode télégraphe. D'abord, il s'agit de programme, je l'ai dit tout à l'heure, et non de référentiel. Donc, nous ne sommes pas tous sur le même registre, c'est un programme. Ce programme, il a la particularité d'être conçu à partir de thématiques, de grandes questions, et puis de dériver sur des capacités, des notions et des éléments mis en œuvre. Il est clair qu'il n'a pas vocation à être décliné de façon mécanique dans les établissements. Pas du tout. Il a au contraire vocation à permettre une très grande liberté pédagogique de l'enseignant. L'expert pédagogue, l'expert en didactique, c'est l'enseignant. C'est lui qui va construire sa progression pédagogique, qui doit être cohérente. Et quand on lit le programme, ça va forcément nécessiter qu'il regarde lorsqu'il est en salle, qu'il regarde en cuisine, qu'il regarde en sciences, qu'il regarde en économie, qu'il regarde avec les autres disciplines. Alors que l'on fasse le constat que les programmations sont différentes pédagogiques d'un établissement à l'autre, ah oui. Oui. Ce qui est garanti par le système éducatif et le service public, c'est l'égalité de traitement. Là où on n'acceptera pas, c'est si vous avez 4 semaines de stage à un endroit et à un autre vous en avez 10. Ça ne relève pas du programme. Donc il y a un prescript, le programme, et puis il y a une interprétation pédagogique et didactique qui relève de l'établissement. Et puis il y a des choix sur le plan des projets qui relèvent de l'établissement. Donc nous, selon un principe de subsidiarité, nous n'allons pas nous substituer à l'établissement et à l'activité des enseignants. Et vous vous doutez bien que, messieurs les directeurs, délégués, des formations, mais non pas d'enseignement, professionnels et technologiques, vous avez un rôle majeur à jouer sur la coordination pédagogique. Vous vous dites bien, messieurs les chefs d'établissement, vous avez un rôle majeur à jouer concernant la territorialisation de vos actions. Et messieurs les inspecteurs, un rôle majeur à jouer concernant la mise en réseau de ces établissements. Parce que maintenant que l'inspecteur général a travaillé, c'est à vous de bosser.
On va parler d'une réforme en cours du baccalauréat STHR, des réformes à venir, avec les réformes sur le CAP. Le BTS est-il dans les cartons? Alors, pour l'instant, oui, il est dans les cartons. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous vous doutez bien que les phases actuelles sont des phases de consultation des personnels concernant les programmes. Je soumettrai donc à l'avis pour consultation en CPC, en CSL et en CSE en janvier, pour ensuite une mise en œuvre. Donc, dès la semaine prochaine, c'est un travail sur les ressources pédagogiques, toutes les ressources d'accompagnement pour mettre en œuvre ces programmes. Et vous vous doutez bien qu'une fois que ces éléments sont stabilisés dans l'espace, nous allons nous attacher à engager immédiatement la réflexion sur la question du BTS. Il serait dommageable, je le dis, que nous ayons des jeunes qui sortent avec un nouveau baccalauréat technologique en 2018 et qui se retrouvent dans les mêmes BTS qu'actuellement. Il y aura un tel décalage entre les programmes que ça sera un petit peu difficile. Donc oui, pour l'instant, nous n'avons pas acté, parce que vous savez que le BTS est une formation professionnelle et que cette formation professionnelle nécessite le lancement en termes d'opportunités par la CPC. Je présenterai bien évidemment cette réforme très prochainement à la prochaine CPC et évidemment je donnerai le titus pour qu'il y ait un lancement sur la réforme du BTS. Mais pour l'inspection générale, il faut bien que nous allons travailler sur cette réforme. Pour l'instant, strictement rien n'est acté, aucune hypothèse n'est écartée, donc c'est pas la peine de se faire peur non plus. On passe à la vacances. D'autres questions? Donc Jérôme Lebert, chef de travaux de Catherine Le Mans. Je voulais intervenir sur le STHR, pardon, sur la DGH, le quota horaire, parce que j'ai des collègues qui se sont inquiétés justement de commencer à travailler, puisque nous avons actuellement des petites effectifs, 17, mais avec l'ancien bac techno, nous étions dédoublés, là c'est plus le cas. Ça veut dire que aussi l'uniformité par rapport à notre établissement. Et on en parlait justement avec les collègues de Saint-Nazaire qui ont une classe de 31, donc ils ont des doublements. De ce fait, ça leur permet de faire plus d'ateliers pratiques. Après, ça dépend des modalités. Nous, ça nous réduit par rapport à cette activité pratique. Donc, quand je dis pratique, c'est pas forcément un TP comme on avait l'habitude de le faire, mais des sorties plus importantes, etc. On est obligé de le réduire un petit peu. Donc, qu'en est-il? Parce qu'il y a un volume horaire de 13 heures. Rata, par 29 élèves, et par 29 divisé par 15, à qui doit-on demander, voilà, pour avoir un peu plus d'heures. Si vous demandez, c'est M. Catlery pour un peu plus d'heures. Concernant le volume global d'heures à effectif réduit, je voudrais revenir sur la genèse. Dans le cadre de la réforme du lycée, contrairement à ce qui se passait auparavant, tous les horaires dédiés fléchés ont disparu au profit d'une dotation globale d'heures à effectif réduit qui relève d'un principe qui est ancré dans la réforme du lycée, c'est-à-dire confère une autonomie accrue des établissements publics d'enseignement et des établissements tout court. De ce point de vue, c'est à l'établissement, à travers sa stratégie, moyennant la mobilisation de ses pédagogiques et autres, de ventiler, de répartir cette dotation des heures effectives. Concernant l'hôtellerie-restauration, selon un principe simple, qui avait été acté notamment pour la classe, la réforme STI, c'est là-dessus, nous sommes partis, c'était 10h30 pour les 4 secondes, nous sommes partis sur une ventilation avec une division fictive de 29, parce que 29, toutes les divisions STI, lorsque la réforme est passée, passaient sous la toise de 29. Là, il faut savoir qu'en France, la division moyenne en hôtellerie-restauration en seconde, c'est 22 élèves. Donc, il avait été initialement prévu une dotation globale de 13 heures, qui était en fait un ratio calculé entre l'effectif d'un niveau divisé par ce nombre, et qui aboutissait logiquement à un horaire qui permettait de dédoubler aisément la partie cuisine,
la partie service, puisqu'autrefois, vous savez que les enseignements dédiés faisaient en sorte que vous aviez 3 heures entièrement dédoublées et ainsi de suite. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous avez 4 heures en cuisine. Que l'objectif n'est pas de dédoubler partout en cuisine, mais si vous avez 11 heures ou 12 heures à dédoubler, vous voyez bien que si vous en dédoublez 3 en cuisine, 3 en service, il vous en reste 5 à dédoubler dans les matières, dans les enseignements généraux. Ça laisse de la marge. Ce que j'ai observé en France, là, de la présence montrée, c'est des établissements qui tournent avec des moyens qui leur permettent de dédoubler quasiment dans tous les enseignements. Des professeurs qui sont avec 7 élèves en permanence, puisque les divisions sont à 17. Si vous mobilisez l'ensemble des moyens à dédoubler partout, vous vous retrouvez avec des enseignants avec 7 élèves. Ce n'est pas le but recherché. Je pense que les inspecteurs pédagogiques vont rejoindre assez facilement sur ce registre. Sachez que le volume horaire qui était déduit avec ces divisions 29, donc en gros, prenez le niveau global, vous divisez par 29 et vous multipliez par 15. En STMG, c'est 7. Et les divisions sont bien plus importantes. 7. 15 en notaire de restauration. Pourquoi nous avons abondé au Conseil supérieur de l'éducation à 15? C'est pour les gros établissements, qui sont en fait très peu nombreux. Il y a moins de 7 établissements en France qui ont des divisions, moins de 7. La plupart sont en deçà, très nettement en deçà de 24. Donc logiquement, vous devriez être en mesure de pouvoir faire fonctionner à la fois les enseignements spécifiques, sciences technologies linéaires, sciences technologies des services, et pouvoir aussi faire des groupes. Convenez quand même que en français, j'en ai 17, dédoublé à 8, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut franchement qu'on sorte de ce cercle qui n'est pas vertueux pour que ces stratégies de mobilisation de moyens, on le fasse au regard d'un projet pédagogique construit, une stratégie d'une équipe qui soit clairement identifiée. D'autant plus que vous bénéficiez aujourd'hui de l'accompagnement personnalisé, qui là encore confère des marges de manœuvre à l'établissement, alors même qu'en cuisine, ils sont 12. Et qu'en face, en service, ils sont 12. Donc, très concrètement, si l'on devait comparer les lycées hôteliers aux autres lycées, on regarde leur secteur effectif réduit. J'abondais surtout dans le sens avec les STS, parce qu'on a quand même perdu les heures d'hébergement qui ont été inclus dans les STS, et de ce fait, forcément, quand on va prendre les programmes, là, j'ai un collègue qui s'est penché sur la question, qui a fait le cas, et si on prend un cycle complet, donc STHR, c'est un poste technique qui saute. Non, mais si vous abordez la question sur cette réforme, reprend-elle mot pour mot l'existence, c'est clairement non. Clairement non. À l'heure où je vous parle, enfin, juste avant la réforme, en hébergement, dans la partie communication, c'était, je vous le dis, c'était l'ergonomie du poste de travail, la prévention des tapeurs, et ainsi de suite, et des petites notes en terminale. Le tout avec une maîtrise rationnelle du Minitel. Ça fait léger comme formation en 3 années. D'accord? Il faut bien convenir que ça, de faire en sorte de moins l'afficher. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais on n'a plus beaucoup de Minitel dans le coin. Mais en revanche, les compétences, réservation de salle et autres, la question du parcours client, elle se pose de façon différente. Et on doit pouvoir utiliser soit telle application, soit le restaurant d'application pour pouvoir faire en sorte que ces capacités s'expriment chez les jeunes. C'est-à-dire que nous n'entrons pas par des situations de ce type, nous créons des situations pédagogiques qui vont mobiliser soit à l'hôtel, soit au restaurant, des compétences qui vont se retrouver, d'autres qui seront plutôt spécifiques à l'hébergement et d'autres à la salle. D'accord? Donc, c'est un changement de vision, de perception, et il y avait quelqu'un, d'accord, là, je ne sais plus où elle est, là-bas, qui pourrait vous parler tout à l'heure de la façon dont la relation client évolue. Et avec elle, bien évidemment, les compétences qui sont attendues par les chercheurs.
femme chef de travaux. Une femme chef de travaux, tout à fait. Bonjour, je suis l'inspecteur. On voulait simplement vous demander quel est le profil qui a été recruté aujourd'hui pour nos professeurs de sciences appliquées. Pourquoi? Parce que vous avez une difficulté avec... Mais non, mais aujourd'hui, généralement, on recrute des professeurs de SVT, mais qui ne sont pas forcément bien en phase, ou qui étaient en toute façon, en tout cas, les professeurs de SVT qui étaient en place. Donc, on voulait simplement votre... Voilà. Alors, là, vous comprendrez très bien que l'inspecteur général du groupe économie-gestion ne va certainement pas s'ennuyer sur le profil de recrutement des professeurs de sciences appliquées, sauf avoir des problèmes immédiatement avec l'inspection générale en charge de cette filière. Il est clair que ce que nous avons souhaité, parce que évidemment je travaille avec François Saguier, l'inspecteur général en charge des sciences appliquées, ce que nous avons souhaité, c'est faire en sorte que les sciences, vous l'aurez remarqué, nous ayons une démarche intégrée. Je m'explique. En économie et gestion hôtelière, nous avons une démarche intégrée. C'est-à-dire que nous n'avons pas un cours d'économie, un cours de droit, mais nous avons des situations pédagogiques qui vont mobiliser des notions de droit, des notions d'économie. Ce n'est pas la même chose. Pas la même chose. Nous ne rentrons pas par les notions. Nous entrons par la situation pédagogique dont la vocation est de permettre la maîtrise de sa certaine capacité. Et nous allons mobiliser pour cela des notions. Pour les sciences, j'ai toujours été frappé, puisque vous savez que j'ai visité de très nombreux établissements, j'ai assisté de très nombreux cours, que ce soit en cuisine, en service, en hébergement, en anglais, dans toutes les disciplines. Et en sciences appliquées, j'ai toujours été frappé. Un jour, je visite un cours, donc il a une trentaine d'élèves, avec un professeur qui m'a présenté dans son cours, et donc j'observe. Le cours était sur l'effet Joule. Et puis, bon, donc effet Joule, on présente la notion scientifique, l'effet Joule, un vocabulaire scientifique, 20-25 termes, et puis ensuite, tout le reste du cours sur le fonctionnement du foufou. Et puis, derrière les élèves, la petite PR, et puis les élèves ne comprenaient pas les termes, notés à fond. Et puis, Henrik Baillet Corneille, et donc ensuite, je prends la parole, je remercie ce professeur, bien évidemment, je ne suis pas là du tout pour la respecter, ce n'est pas du tout ma discipline, donc je me garderai bien d'arriver sur l'histoire, mais je pose des questions aux jeunes en demandant sur les sciences, c'est cette dimension importante de leur formation. Bien sûr, les sciences, aussi ça n'a rien à dire les sciences, mais c'est quand même mieux quand c'est le professeur de physique qui fait ça. Ah oui, ensuite je vois le professeur et je lui demande si, et donc je lui demande si c'est partagé, effectivement, les élèves disent tous à peu près la même chose, oui, on préfère faire ça. Et ensuite je discute avec l'enseignante, elle me dit, et je lui demande si elle voit quelques évolutions au cours des dernières années. Elle me dit oui, j'ai du mal à finir le programme. C'est récurrent. Je dis là pour l'instant, je comprends, parce que faire aborder des notions scientifiques, effet Joule, levé égal R égale, ce que vous voulez, une maîtrise d'un vocabulaire scientifique, 25 termes, et ensuite expliquer le four. Mais j'ai dit, vous pensez pas que très concrètement dans l'établissement, il y a quelqu'un qui maîtrise les fonctionnements du foufou. Pensez pas que le cours préparé, nous sommes dans l'enseignement technologique, c'est-à-dire qu'on balance une notion scientifique de façon totalement abstraite comme un enseignement général. On aurait très bien vu le plan pédagogique et didactique, mettre le gamin dans la cuisine, lui mettre la tête dans le four sans toucher les parois et lui montrer la réalité des faits jeux. Il en aurait gardé les stats. Je plaisante. Mais en même temps, vous voyez bien que là, il y avait une articulation étroite entre l'enseignement culinaire et l'enseignement scientifique. Et bien, c'est ça que nous avons construit avec la programmation technologique. Des pontages permanents entre toutes les sciences, c'est-à-dire que ce qui est au cœur de cet enseignement, ce sont bien des notions scientifiques. Puisque l'enseignement technologique, contrairement à l'enseignement professionnel, c'est une médiation technologique qui vise l'appropriation des notions scientifiques, comme l'enseignement général. Mais nous avons besoin de tout cela, d'une médiation, c'est-à-dire d'une mise en situation réelle ou simulée. C'est le cas avec les programmes de première et terminale. Vous êtes en permanence avec des mises en situation réelles, en cuisine, ou en salle, ou en hébergement. Et c'est parce que c'est précisément comme ça que se construisent les apprentissages déjà. L'ai-je bien descendu? Qui quand il faut dire que c'est c'est que c'est raté. Merci.
Merci, monsieur l'inspecteur général. Merci pour cette intervention. Merci pour vos questions et toutes les interrogations.